un petit bruit buccal subtilement dosé, le chip est en danger. Rendez-nous les chips. Bonjour à tous, vos cousins, cousines sont aux Antilles ou en Guyane, ils sont en train de se la raconter sur Instagram avec leurs photos de carnaval, pendant que vous étiez ici avec nous quoi, mais bon, c'est pas grave, l'année prochaine si Dieu veut. En attendant, détendez-vous, vous écoutez le chip. Tu vas avoir des problèmes toi. Je m'appelle François Olac et comme d'habitude, je suis accompagné de Mélanie Mwanga. Salut. Et de Kevin Donna. Hey. Kevin, t'as été au concert de Nicki Minaj à Bercy et t'étais pas content. Mais en fait, c'était pas terrible. En fait, pour tout vous raconter, j'ai gagné des places. En fait, c'est un ami qui a gagné des places et qui m'a invité à aller voir Nicki Minaj. Et je me suis un petit peu ennuyé. La première partie, c'était... En fait, j'ai raté la première partie. C'était Kobalade, le rappeur. Et ça, je suis déçu. Je pense que ça aurait été rigolo. Par contre, la deuxième première partie, c'était Juice WRLD. Et j'ai vraiment trouvé ça médiocre. Et le spectacle, le show de Nicki en soi, ouais, je me suis un petit peu ennuyé. La deuxième partie, c'était vraiment trop en mode Eurodance, un peu agressif. Starships are made to fly. Voilà. Et donc, voilà, je suis parti... poliment, il y a des gens qui s'amusaient, il y a pas de problème, mais c'était pas... Il n'y a pas eu d'apparition de Beyoncé Nope. Non. Donc je suis parti poliment en laissant, sans vouloir gâcher la fête. Tu as laissé Nicki Minaj en vue quoi. C'est ça, exactement. En vue et entendu. Nicki, si tu veux faire une balade, tu m'appelles. Hein. Malgré tout. Au moins t'étais pas à Bordeaux. Alors cette quinzaine, on a décidé de vous secouer un peu les puces car on va vous donner nos unpopular opinions. C'est la grande mode en ce moment sur Twitter. Les gens donnent leur avis à contre-courant sur tout et n'importe quoi. Unpopular opinion sur le sexe, unpopular opinion sur la musique, la bouffe. Eh ben nous, on va faire la même chose. On va chacun défendre une opinion pas forcément très populaire à propos de black culture. Mais avant ça, évidemment, un petit coup de trash ou iconique. Alors, je crois que les auditeurs et auditrices du Chip auront fini par comprendre que j'aime bien le stand-up. Oui. Donc aujourd'hui, mon iconique, c'est Fari à l'Accor Arena ou à Bercy, comme diraient François et les anciens. Il y a à peu près 2 semaines, il s'est produit à Bercy, donc pour jouer Hexagone, son nouveau spécial. Et ça a été un grand moment d'humour, peut-être même un peu plus. J'ai envie de dire presque le triomphe d'une nouvelle scène. Il a joué 2 heures, ce qui est assez rare. Et si vous m'aviez demandé mon avis avant, j'aurais dit 2 heures c'est trop. Il y a notamment Jerry Seinfeld qui expliquait une fois à Gad Elmaleh que jouer 1h30, ça veut rien dire, que si tu chantes et que tu danses peut-être, mais que du vrai stand-up c'est 3/4 d'heure, 1 heure max. Et là en fait, il nous a tenu 2 heures en haleine et c'était vraiment très intéressant. Ça a commencé par des premières parties. Avec Fadil Camara au top de sa forme, Redouane Bougueraba, un Marseillais hyper rigolo, Lenny Mbunga. Lenny, c'est lui qui, avec Fari, a fait la première partie de Lauryn Hill. Oui. De Lauryn Hill. Merci. Il a fait la première partie donc de Lauryn. Et non mais. Lauryn. Et en fait, il raconte le fiasco parce qu'elle avait 2 heures d'attente et que donc on les a un peu envoyés comme ça. Vous voulez du stand-up ? Non ! Et donc ils se sont fait insulter comme jamais. Et donc il revient sur ça avec pas mal d'autodérision, c'est drôle. Il y avait aussi en première partie Jason Brokers qui est un des humoristes les plus chauds du moment. Et là on est bloqué, on est au 4e étage, la porte est condamnée par les flammes, on peut plus sortir. On est bloqué, il est 4h du mat, la seule solution qui s'offre à nous, c'est d'escalader et d'aller sur le balcon des voisins, parce que moi j'ai pas de balcon et c'est ce qu'on fait. On escalade, on va sur le balcon des voisins, et je te laisse imaginer, il est 4h du mat, tu vois moi, allez-y, regardez-moi, allez-y, très à l'aise avec ça, et un grand noir à ta fenêtre comme ça. Wow! Il y a le feu! Attends, mais il y avait combien de premières parties ? Il y en avait 4. Eh ouais. Ah, il y avait c'était vraiment une grosse messe. Il y avait 15 000 personnes, si tu veux. Donc c'était vraiment je pensais pas en fait qu'il était aussi connu que ça. Fari, il avait déjà, vraiment est-ce qu'il y a d'autres cause. comiques français comme ça qui ont fait l'Accor Hotel Arena de mémoire récente? Je sais qu'il y avait Gad Elmaleh, Florence Foresti et Bigard, compagnie, ils ont peut-être dû le faire. Bigard pour le Stade de France, tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai, Stade de France. Ouais. Mais de cette génération-là, ouais, je pense que c'est une première effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a une petite sorte de passage de flambeau. Tu voulais dire un truc ? Ouais, moi j'ai toujours trouvé que vous aviez un peu la même tête, le même Alors style. absolument pas. Mais tu n'es pas la seule à faire cette assumption totalement fausse. Rassure-toi. Donc nous sommes plusieurs à avoir tort, c'est ça ? C'est cela. Faut que tu te fasses des espèces de dreadlocks blondes sur un côté et puis on va voir. On va voir. Et donc du coup voilà de quoi ça parle Fari dans son spectacle Hexagone. Il commence par une chronique qu'il avait écrite il y a quelques mois pour France Inter qui s'appelait Moi enfant de la République, où en fait il parle de toute sa relation complexe à la France. Il a beaucoup de choses à dire sur l'identité
raconter. Il y a des choses qu'il dit même qui me faisaient penser à des choses qu'on aurait pu voir dans Marianne et le garçon noir. Sur son rapport à la France. Je promets aujourd'hui de ne plus me plaindre de discrimination, de ne plus m'apitoyer, de ne plus me plaindre de ma condition. Je promets d'être comme tous les Français et donc de me plaindre sans aucune raison. Je promets de me plaindre des grèves quand elles ralentissent mon transport, mais de faire la grève, moi, dès que j'en ai l'occasion. Je promets de critiquer, de débattre, de ne pas être d'accord, puis être d'accord, parce que j'ai oublié que j'étais pas d'accord au départ. Et puis, il y a un moment très drôle, mention particulière, pour un passage du spectacle où il raconte un peu ce que ça fait d'être le seul noir dans un apéro en plein air sur les quais de Seine, entouré de blancs, et quand il y a un groupe de noirs qui passe, et croiser leurs regards et se sentir un peu mal à l'aise, et avoir besoin de se défendre. Non, mais j'ai des amis noirs, hein, j'ai des amis noirs, mais ils arrivent un peu plus tard, vous savez, les noirs ils sont en retard et tout. Et donc voilà, plein de choses comme ça. Ça m'est littéralement arrivé, pas exactement dans un apéro, mais en soirée, ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Gros moment de solitude sur Bohemian Rhapsody, tout le monde qui chante et qui danse, et le seul Renoir de l'autre bout de la pièce, vraiment le gars était vraiment en face, diamétralement opposé, et on fait un eye contact en mode, you already know, man. Get out. Et il a conclu en disant qu'il allait créer son propre comedy club à la rentrée. Ouh. Donc ça, c'est une assez bonne nouvelle, c'est assez excitant. Donc gros iconique pour Fari. Et puis une dernière chose, il y a quelques semaines, vous avez parlé de Jessica Oublié, vous savez, qui publie Tropique Toxique. Je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée, elle est ravie. Il y a des contributeurs et des contributrices du Chip qui ont participé, et elle a encore besoin de votre aide. C'est encore ouvert, donc si vous souhaitez aller faire un petit tour sur Je soutiens tropiquetoxique.com. Voilà. Pour le trash ou iconique des réseaux, cette semaine, un sujet brûlant qui mélange Moyen-Orient et capitalisme. Donc, le trailer d'Aladin, le nouveau film live-action de Disney. O great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. I'm kidding. Watch this. Watch out! You done wound me up. You ain't never had a friend like me. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince. Oh, no. Y'all see my palace? Donc on a fait un sondage sur Twitter, on vous a posé la question, le trailer d'Aladin, nouveau film live-action de Disney, a été dévoilé. Dedans, on trouve Will Smith dans le rôle du génie peint en bleu avec une couette sur la tête. Trash ou iconique ? Alors, on a eu 28% de Will va rester cool, 39% de ridicule supprimé et 33% de je suis excité, I love mess. Donc, moi, personnellement, je pense que je fais partie de la minorité parce que je pense que Will Smith sera peut-être le seul élément original de cette adaptation, parce qu'on sait qu'avec ces films live action, Disney s'est un peu quand même embarqué dans une espèce d'entreprise de désinfection de ses propriétés intellectuelles. Il y a eu Cendrillon, il y a eu La Belle et la Bête avec Emma Watson, ouais. On va avoir Le Roi Lion. J'ai une question. Ouais. Ça marche commercialement, ça cartonne. Ah ouais, c'est pour ça que je parle de capitalisme. En fait, c'est une manière de se refaire de l'argent, à la fois de faire découvrir les propriétés intellectuelles à une nouvelle génération, mais aussi ils se font une thune monumentale. Hein. Ils dépassent le milliard avec chaque film. Hein. Okay. Mais par contre, effectivement, il n'y a plus aucune licence créative ni aucune invention. On est vraiment dans le pur cynisme, dans l'opération de décalcomanie d'une franchise des années 90. Du coup, je me dis que peut-être que Will Smith, il va pouvoir créer une nouvelle version du personnage culte de génie qui était interprété par Robin Williams à l'époque. Peut-être qu'il y aura un humour plus moderne et un peu plus de swag. Donc je sais pas, je suis plutôt confiante. Vous en pensez quoi ? Moi j'en pense que j'ai rien contre Will Smith, mais si on voulait faire, à mon avis, une franchise avec un génie jeune et cool, il aurait fallu un jeune comédien un peu plus tranchant. Oui, je pense à Hannibal Buress par exemple, des types comme ça qui sont beaucoup moins connus, des visages moins vus, mais qui sont souvent des seconds rôles et qui seraient par exemple, qui serait vraiment le ressort comique assumé, etc. Avec Will Smith. Bon, ben on verra. Ça se trouve, je vais déparler, mais j'attends pas grand-chose. Il est plus rassembleur, j'imagine, pour un film comme ça. Il faut quelqu'un qui ait plus de poids et puis de star power et puis surtout un potentiel comique. Et dans cette catégorie-là, l'oxygène, il est rare. Il y a que Will Smith finalement que j'aurais vu à cette place-là. Et puis au final, les jeunes, ils sont dans Le Roi Lion. Tu vois, il y a quand même Donald Glover. Enfin, en termes de nouvelle génération. Mais bon.
Je sais pas. Moi, c'est surtout le costume qui pose problème. Le côté bleu. Blueface. La couette. Blueface. Qui aime Blueface ici? Personne n'écoute Blueface, le rappeur? Non. Non? Ok, très bien. Bon bah alors c'est moi qui commence, qui me jette à l'eau. My body's ready. Alors moi j'ai envie de vous parler d'un truc. Il y a plusieurs polémiques qui reviennent souvent. C'est les dreadlocks et les blancs. On l'a abordé plusieurs fois précédemment dans le chip, mais toujours sous forme de petites vannes, très brièvement. Mais quand j'entends certaines conversations à propos de ce sujet-là, parfois je me sens un peu à contre-courant. Et c'est pour ça que c'est une unpopular opinion, une opinion impopulaire. Tu vas défendre les Rasta blancs? Non. Tu vas défendre le reggae Non plus. Non plus. hexagonal? C'est pas ça le sujet. D'accord. Je suis un expert en Rasta blanc parce que j'ai vécu à Rennes. Donc du coup en Bretagne c'est un écosystème, une communauté de dreadeux, de gens à Sarwell. Mes parents ont vécu à Bordeaux. Est-ce que ça compte? Est-ce que je suis une autorité comme toi ou... Probablement. Je sais pas. Il y a des gens qui sont experts pour l'Afrique pour moins que ça. Donc vas-y. C'est peut-être plus punk à chien d'ailleurs Bordeaux. Je sais pas. Je continue. On trouve de tout. Bref, dans le dernier Technicart, celui avec Bilal Hassani en couverture, il y a un petit article intitulé Faut-il sauver le Rasta blanc? Donc le débat est encore ouvert. Il y a aussi toutes les questions autour de cette ministre suédoise de la culture et de la démocratie, Amanda Lind, 38 ans, membre du parti Vert. Oui, j'ai vu passer un article sur LinkedIn de ça. Avec les gens se battaient dans les commentaires de LinkedIn. J'ai trouvé ça hallucinant. Il y a un article sur le monde.fr sinon, si tu veux. Ouais, il y avait l'article du monde.fr est peut-être mieux. Hein, non, mais c'était l'article, mais voilà. Ah oui, d'accord. Dans les commentaires, les gens se fightaient. Moi, j'ai lu un papier sur Medium là-dessus. En fait, elle prend elle a un retour de bâton des deux côtés. Il y a des gens plutôt sur la droite qui disent que c'est inadmissible qu'elle représente la Suède et que c'est pas une coiffure appropriée pour faire partie du gouvernement. C'est pas pro, on en parlera. Et puis d'un autre côté, on l'accuse d'appropriation culturelle. Moi, je suis toujours un peu partagé sur ces sujets-là. J'ai pas l'intention du tout de défendre les blancs, de parler de leurs droits, etc. C'est pas vraiment ça l'idée. Moi, plutôt, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pas tellement de savoir si des blancs peuvent être rastas. Je suis pas les Rastas, les membres de la communauté, des mouvements qui se revendiquent du rastafarisme eux-mêmes sont divisés sur ces questions-là. Donc je suis pas expert sur ça. C'est pas tellement cette question-là qui m'intéresse. Est-ce qu'un blanc peut être un Rasta, etc. T'as déjà été un Rasta, Kevin? Moi, non, jamais. Jamais. C'est une religion, Rasta. C'est exactement, c'est une religion. Et c'est justement pour ça que je ne vais pas me prononcer sur cette partie-là du problème, parce que qu'est-ce qu'un vrai Rasta, qu'est-ce qu'un vrai chrétien, qu'est-ce qu'un vrai musulman, est-ce qu'il a vraiment le droit de participer? C'est pas ça qui m'intéresse. Il y a des gens qui mangent Aital, tu sais, le régime vegan des Rastas, et qui sont pas du tout Rasta, quoi. Ou des Rastas qui n'ont pas de dreadlocks. You don't have to dread to be Rasta. Exactement. Morgan Heritage. Les anciens connaissent. You don't have to dread to be Rasta. Moi, plutôt, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que lorsqu'un blanc porte des dreadlocks, c'est automatiquement, purement, simplement de l'appropriation culturelle. Tadada, le suspense. Déjà, même si je disais tout à l'heure que j'avais du mal à m'émouvoir sur beaucoup de ces questions autour de l'appropriation culturelle, ça existe. Je nie pas que ça existe. Il y a vraiment des exemples hyper forts, Les Kardashians. Non, même bien avant ça. Je pense par exemple à des trucs beaucoup plus gros à mon avis, c'est par exemple des entreprises occidentales de mode qui vont sortir des vêtements inspirés de style amérindien, Navarro style, et effectivement ce sont des nations, Coachella style, mais c'est des groupes homogènes qui sont organisés en nations et qui peuvent effectivement poser des questions sur vous approprier directement quelque chose qui émane directement de notre culture nationale. Sur l'idée d'appropriation culturelle à l'égard du peuple noir, le concept de peuple noir, même si à certains moments je défends ce concept-là, c'est un concept politique, c'est philosophique, ça peut être spirituel. D'ailleurs, le rastafarisme s'en réclame, mais ce que tu disais tout à l'heure, Mélanie, sur la question des Kardashians et de l'appropriation culturelle, de coiffure, de femmes noires, j'ai évidemment de l'empathie pour les femmes noires qui se plaignent, à juste titre évidemment, que lorsque elles font des tresses ou d'autres types de coiffures, c'est jugé pas professionnel et qu'elles subissent des discriminations encore aujourd'hui.
mais je sais pas si c'est vraiment le sujet de l'appropriation culturelle. Je pense que c'est le sujet de qui, du dominant et du dominé, de qui en fait installe les règles, de qui a le droit de... Qui profite en fait. C'est généralement la question à se poser, c'est à qui profite le crime dans l'appropriation culturelle. Pour qu'il y ait profit, parce qu'à la base c'est surtout aussi une question économique, tu vois. Une meuf lambda qui fait des locks, est-ce qu'elle profite du coup? Est-ce qu'il y a profit? Je sais pas. C'est comme le scandale qu'il y a eu avec les filles sur Instagram qui faisaient du blackfishing, quoi. Mais là il y a un profit. Il y a un profit, mais en fait généralement il y a toujours un profit, que ce soit même dans l'image, parce qu'on est maintenant dans une société quand même qui vend beaucoup l'image avec les réseaux sociaux. Ouais, mais quand t'es une personne lambda, tu vois. Ouais, mais tu vois, elles c'est des personnes lambda et au final elles avaient des contrats parce qu'elles avaient cette esthétique là aussi. Parce que ces meufs-là sont des marques, parce que ce sont des Instagrammeuses. Moi je te parle d'une personne lambda, tu vois. Est-ce qu'il y a un profit? Enfin, j'essaie de voir si c'est ce que tu veux dire, Kevin. Moi là, là où je veux en aller, là où j'ai envie d'arriver, c'est qu'en fait, pour moi, ce dont vous parlez, c'est plus le privilège blanc dans l'absolu. C'est-à-dire que, effectivement, oui, les blancs qui font la même chose que les noirs ne subissent pas les mêmes conséquences, n'ont pas les mêmes résultats que lorsque c'est un noir qui le fait. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est injuste, mais ça me semble vu et revu. Pour moi, l'appropriation culturelle et aussi presque d'un point de vue juridique, il y a une organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui essaie justement de délimiter. Et par exemple, si on me présente... Je suis pas juge, mais si on me présente par exemple un exemple très précis d'un groupe précis, dans un endroit précis qui a été discriminé, dépossédé de ses terres, etc., et qu'on vient effectivement leur piller leurs idées, j'ai envie qu'ils soient dédommagés. Sur des choses beaucoup plus globales et un peu floues comme la culture noire, à mon avis, c'est pas assez précis en fait pour pouvoir vraiment y remédier de façon donc, en fait, concrète. Ce que tu veux en fait, c'est qu'on restreigne un peu plus, c'est ça la définition de l'appropriation culturelle. Oui. Et qu'après, pour le reste, on donne des réparations. Ouais, par exemple, il y a des, je sais plus, il y a des peuples amazoniens qui, tu sais, ont des remèdes ancestraux, et tu vas avoir des grosses compagnies pharmaceutiques qui vont arriver là et qui vont récupérer les recettes et puis qui vont les breveter à leur propre nom et qui vont faire des millions de dollars là-dessus sans jamais rétribuer les tribus. Tu parles de ce genre de cas-là. Ce genre de cas-là, et puis en plus, souvent. En plus de tout ça, il y a souvent des projets de justice environnementale, de gazoducs qui passent par chez eux, de déforestation, de trucs comme ça. Et donc en plus qu'on ajoute à ça, on vient s'approprier votre culture, vos savoirs, votre esthétique, évidemment sans vous dédommager. Il y a quelque chose d'évidemment injuste. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas de cultures qui sont des cultures des cultures qui sont nées un peu dans le monde capitaliste. C'est-à-dire que, par exemple, quand on me parle d'appropriation culturelle du hip-hop, je suis toujours un peu mal à l'aise parce que, évidemment... À la base, c'était fait... évidemment qu'il y a des injustices et du plagiat. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des exemples très concrets en particulier dans le monde de la mode, Dapper Dan, qui était un styliste de New York, de Harlem, qui avait un style très particulier, qui pendant très longtemps était un peu méprisé par le monde de la mode, et puis qui du jour au lendemain se fait copier par tout le monde. C'est pas de l'appropriation culturelle d'une tribu ancestrale qui vit recluse et qui n'a rien demandé au reste du monde. C'est l'appropriation culturelle du travail de quelqu'un aussi, tu vois. C'est du plagiat. D'accord, donc en fait, pour toi, il n'y a pas toujours de cette dimension... Mais tu vois, le peintre là qui a pompé toutes les œuvres de Basquiat... Guillaume Verda. Voilà, voilà, on peut dire que c'est du plagiat, mais est-ce que... Enfin, je sais pas, en plus, derrière, il reprenait un message politique aussi, tu vois, dans ses peintures. Est-ce que ça va pas plus loin que le plagiat quand tu plagies le seul artiste noir contemporain connu de cette époque, enfin, tu vois. Et c'est là qu'on revient à la question des blancs et des dreadlocks, où souvent, dans la position que certains blancs, je mets des guillemets, qui se réclament d'une culture, d'un mouvement Rasta, ont du mal à rester un peu à leur place et ont besoin d'être au centre de l'attention. Et parfois même, j'ai l'impression qu'on est coincé entre deux types de blancs un peu ouverts, tolérants, qui veulent être des alliés. C'est soit, d'un côté, la personne qui va vouloir devenir noire, un peu comme, je sais pas, chantait Nino Ferrer à l'époque dans les années 50, je veux être noir, et dire non mais c'est parce que j'ai de l'empathie, ou alors je veux devenir Rasta parce que je me sens proche du peuple noir, ou alors de l'autre côté, des gens qui vont s'offusquer et en faire des caisses sur la question de l'appropriation culturelle juste pour s'acheter une wokeness pas chère. Je pense par exemple, elle a peut-être soulevé des points intéressants, mais Lena Dunham, sa position sur les sushis, c'est de l'appropriation culturelle. Oui, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué d'avoir des alliés comme ça qui d'une certaine façon aussi ont besoin de briller et ont toujours besoin d'être au centre de ce truc-là. Et
la question des dreadlocks, pour moi, ça devrait pas tourner autour de la blanchisserie, mais plutôt de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je suis martiniquais, j'ai grandi là-bas, et les mouvements de rastafarisme, les dreadlocks, etc., ça vient en grande partie de la Caraïbe. Ouais. Il y a eu d'autres endroits où ça s'est fait avant. Ça s'est fait en Inde, on a retrouvé dans plein d'autres civilisations, mais à un moment, dans la Caraïbe, évidemment en Jamaïque, on s'est approprié toutes ces choses-là, et ça renvoie à cet imaginaire-là. Il n'empêche que régulièrement, même si les mentalités ont changé, on a des scandales aux Antilles d'établissements qui refusent l'accès d'étudiants avec des dreadlocks, d'étudiants noirs évidemment, à l'école, au collège, au lycée. C'est plus le même contexte là, ce dont tu parles là. Pourquoi c'est plus le même contexte ? Moi, je pense que le vrai débat en fait à avoir sur ces choses-là, c'est se défendre nous, parce que les questions des cheveux, de nos cheveux, effectivement, on l'a déjà dit, c'est une question que souvent les femmes noires portent. La question de nos cheveux est politique, mais j'ai pas trop d'avis à donner en fait sur les cheveux des autres et les mettre au cœur de l'attention. Mais attends, le truc dont tu parles avec par exemple les collèges ou lycées en Martinique, est-ce que c'est pas aussi parce que là-bas les locks sont également associés à une image de vagabond quoi, de délinquants, 100%, comme ça. C'est complètement ça. Donc le contexte a changé, tu vois ce que je veux dire. Les parents, les enseignants qui sont contre les dreadlocks, ils le font avec les meilleures intentions du monde. Il n'empêche que ça reste une pratique ultra discriminatoire. Quand tu as un enfant, alors peut-être que ce sera jamais le cas, que tu vivras jamais aux Antilles, mais si tu as un enfant qui a 14-15 ans et qui décide pour plein de raisons différentes de porter des dreadlocks, ça me semble pas scandaleux qu'il ait le droit, comme tout autre enfant, d'accéder à l'éducation, même si ça renvoie à des images de délinquance, de toxicomanie, etc. Enfin, je veux dire, on peut pas se cacher derrière des trucs genre l'habit ne fait pas le moine, et puis dire non, tu viens pas à l'école parce que t'as des dreads. Bref, j'enfonce des portes ouvertes. Ce matin, j'ai eu en visite un type qui se trouve être jamaïcain, professeur de Black Studies aux États-Unis, et qui a vécu au contact de communautés du mouvement Rasta. Donc du coup, j'ai un peu discuté avec lui, et lui-même me disait qu'en Jamaïque, c'est quelque chose de compliqué. Même si le mouvement vient de là-bas, il y a aussi, dans certains milieux, un stigmate accroché aux dreadlocks. Moi, ce que j'ai envie de comment dire, de dire, un peu en conclusion, c'est que les choses changent, mais elles changent pas assez vite à mon sens. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le mois dernier à New York, il y a une loi qui a été votée contre la discrimination autour du cheveu afro. Et pour moi, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, plutôt que de se prononcer et aller dire à des blancs fais ci, fais ça. J'ai pas envie de tomber dans ce truc-là. Le stigma rattaché aux cheveux disparaisse. C'est ça en fait. Tu veux qu'on s'en prenne, au lieu de s'en prendre aux blancs qui font ça, tu veux qu'on s'en prenne au double standard qui fait que les noirs ont pas le droit de le faire en étant légitimes. Aussi bien entre nous-mêmes. Que les impératifs qu'on nous met à nous. Okay. Je dis ça. Que la France légifère sur ça. LOL. Je voudrais finir tout ça en vous montrant une petite photo, parce que je viens de vous dire les gens font ce qu'ils veulent, etc. Ouais. Il y a quelques semaines, j'étais aux Canaries et j'étais au resto, et derrière moi il y avait un monsieur qui faisait ça. Alors je crois que François a déjà vu la photo, mais Mélanie. Est-ce que mais tu peux décrire ? C'est une perruque. Alors, c'est un monsieur blanc d'un certain âge, environ 60-70 ans, qui a des lunettes, une veste de couleur verte et blanche, une chemise et un bonnet Rastafari. Ouais, exactement, une sorte de bonnet Bob Marley. C'est un truc qu'on vend dans les boutiques de souvenirs. Mais oui, on dirait la perruque avec, on dirait en dessous les cheveux. D'accord. Et donc, du coup, moi, je vois ça. Je suis un petit peu tendu. Ma chérie Sophie, je lui dis vas-y, prends mon téléphone, prends une photo du mec, prends une photo, parce que quand je vais raconter, les gens vont pas me croire. Et je pense qu'il a compris que on était un petit peu surpris, triggered par ce qu'il faisait. Et 5 minutes après, il a fait ça. Ah, il a enlevé les cheveux. Et qu'est-ce qu'il a mis à la place ? Une sorte de petite calotte musulmane de prière. Bah oui. On vous mettra les photos. Des lunettes de soleil. Et des lunettes de soleil. Voilà. On vous mettra les photos en story. Il faut que vous voyez ça. On essaye de garder le sang-froid, d'être rationnel, de prendre du recul, etc. Et on se prend des trucs comme ça dans la gueule. Parce que les lumières sont tendues. Exactement. J'ai pas grand-chose à dire à part que du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on force tous les blancs On arrache les rastas des blancs. Non, est-ce qu'on force alors tous les blancs à avoir des dreadlocks ? C'est peut-être comme ça que le remplacement va s'organiser. Je sais pas. J'ai pas de solution. Dites-nous si vous avez une opinion sur ce qu'on doit faire des rastas blancs. Moi, j'ai décidé que je vais pas perdre mon sang-froid, mon temps, ma patience et mon intelligence à aller essayer de prêcher des... Voilà, ils n'ont pas mon temps. Mon opinion va pas forcément plaire à tout le monde, mais je trouve que l'album When I Get Home, le dernier album de Solange, est super chiant.
Toutes les féministes noires du Twitter français vont te tomber dessus. Get at me. Je pense également que l'immense majorité des fans, du moins des fans français de Solange, sont des hypocrites, des snobs et des poseurs. Oh là là. Ouais, des poseurs, des poseuses. Je vais m'expliquer un petit peu. J'avais beaucoup aimé Sit at the Table, l'album précédent de Solange, qui est sorti il y a 2 ans, si je ne m'abuse. On l'avait vu ensemble à Willow Green. On l'avait vu ensemble à Willow Green, c'était très cool. Produit en grande partie par Raphaël Saadiq et Solange elle-même. Je suis un gros fan du travail de Raphaël Saadiq, j'ai beaucoup aimé ses productions, ce qu'il a fait en solo, ce qu'il a fait au sein de l'album Lucy Pearl, tu sais, I Wanna Dance Tonight, c'était assez stylé. Ce qu'il a fait avec Kelly, avec Nas. Bref, j'aime bien Raphaël Saadiq, j'aimais bien la production de l'album, je trouvais que l'album était radical, il était politique. On avait des morceaux comme Cranes in the Sky, Where Do We Go ou Don't Touch My Hair. Touch My hair. On va faire tous les inserts musicaux. Aujourd'hui, on va tous les chanter. Sauf si je suis un rasta blanc. Et voilà, je trouvais que des morceaux comme ça étaient puissants et c'était des formes, des espèces d'hymnes qu'on pouvait vraiment reprendre le point levé comme Amel Benz, quoi. Donc je trouvais ça très puissant, beaucoup de puissance évocatrice. When I Get Home, c'est différent, c'est une autre histoire. On se retrouve avec un album qui, au niveau des sonorités, est beaucoup plus conceptuel, comme tu dis, beaucoup plus expérimental, moins accessible, moins assertif aussi, moins direct dans les thèmes abordés et dans le message qui est délivré. C'est beaucoup moins direct, beaucoup moins explicite. Les morceaux sont plus courts, ils sont pas formatés. T'as pas genre couplet refrain, t'as genre 4 ou 5 interludes. C'est beaucoup plus difficile finalement dans sa globalité, je trouve, à comprendre et à assimiler, tant dans le fond que dans la forme. Et du coup, j'ai lu pas mal de chroniques de presse américaine culturelle là-dessus, et le site Fader, je trouve, a joliment résumé l'idée en disant que Solange a choisi de montrer plutôt que de dire. Okay. C'est-à-dire sa blackness. Vous avez écouté l'album? Kevin, t'as pas eu le temps de l'écouter? Moi j'ai écouté quelques morceaux. Moi j'ai tout écouté. Mais juste pour un petit truc, ouais. ce genre d'album-là, je prends beaucoup de temps à les écouter. Je peux les écouter sur 2-3 trimestres. Ouais. Je pense que t'as raison. Mel, tu l'as écouté. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Third Ward? Le Third Ward, c'est le truc de Houston, non? C'est là où elles habitaient avec Beyoncé? Exactement, c'est leur quartier? C'est le quartier de Houston. Est-ce que tu connais Big Mo? Non. DJ Screw? Est-ce que tu sais ce que c'est que les Swangers? Alors ça, non. D'accord. Est-ce que tu connais Scarface du groupe The Ghetto Boys? Non. Non plus. J'ai pas la ref. Est-ce que tu connais Phyllis Rashad peut-être? Oui. D'accord. La maman dans le Cosby Show. Exactement. Si je fais tout ce name dropping, en fait, c'est juste pour dire que When I Get Home, c'est un album qui brasse beaucoup d'influences différentes, et ça se retrouve notamment au nom des contributeurs à la prod. T'as des gens comme Steve Lacy, Tyler the Creator, t'as beaucoup de noms différents, t'as aussi beaucoup de noms beaucoup plus indés, des noms beaucoup plus d'auteurs comme Sanfa notamment, mais qui brassent beaucoup d'influences musicales différentes et mais qui a un fil rouge qui est justement l'attachement de Solange à ses racines houstonienne, on pourrait dire. Et moi, mon avis, c'est que les gens ne comprennent rien en fait à la musique de Houston, ne comprennent rien à l'identité de Solange. Je pense que l'immense majorité des gens, en tout cas en France, tu vois, mais est-ce que c'est grave? C'est la question Est-ce qu'il faut forcément avoir la ref pour apprécier l'album? Alors, comment dire, je pense que l'album, on peut l'apprécier sans, mais disons que la hype qui est autour, et que tous ces gens qui s'extasient devant Solange, je trouve que c'est des gens qui s'extasient mais qui savent pas de quoi ils parlent. Après, je pense qu'il y a quand même la bonne volonté qu'elle a eue avec Sit at the Table, qui la suivent sur la sortie de ce nouvel album. Je pense qu'il y a ça, et comme je te disais, je trouve que Sit at the Table était pas meilleur parce qu'il est pas intrinsèquement meilleur, mais je comprends plus la hype, voilà, plus accessible tout simplement, et je m'inclus d'ailleurs dans les gens en question, je m'inclus dans les gens qui le trouvaient plus accessible, tu vois, je dis pas que moi j'ai compris When I Get Home et pas vous. Solange, elle fait de la musique d'auteur, elle fait de la musique ultra personnelle. Vous avez vu ce tweet qui dit les gens qui écoutent les noirs qui écoutent la musique de Solange? Oui, c'est des gens qui boivent du lait de soja. C'est tellement ça. C'est les noirs végétariens. C'est ça le truc en fait, c'est qu'elle fait de la musique ultra ancrée en fait dans le territoire qu'il a vu naître. Et quand je vois tout le monde applaudir When I Get Home, j'ai une sorte de malaise en fait, parce que je sais qu'on va applaudir l'album parce qu'on sait que on a affaire à un album de haute volée, on sait qu'on a affaire à un produit de luxe,
mais en fait c'est de la pause pour moi. On s'extasie sur Solange en 2019 parce qu'il faut être fan de Solange. Moi, je suis... Attends, il faut être fan de Solange pour être finalement un black, millennial, woke, cool, parce qu'en fait Solange c'est la cool girl du moment et qui va le rester pendant un moment, j'imagine. Je sais pas, je pense que en fait, non seulement il y a la bonne volonté, mais il y a aussi ce que tu disais, Kevin, qui est, je pense, assez vrai. Et moi, ça m'a fait ça avec le dernier album de Frank Ocean, c'est que en fait, c'est des albums, t'as besoin de temps pour les assimiler. Ouais. Et il y a eu aussi le mec qui fait le podcast Dissect, qui est un podcast sur la musique, en fait, qui a tweeté au moment de l'album, de la sortie de l'album de Solange, et qui a dit, c'est comme quand on voit une couleur qu'on n'a jamais vue pour la première fois. C'est ça. Il nous faut du temps pour la comprendre, pour la décortiquer et tout. Donc effectivement, le fait que tout le monde dise « Ah mais c'est génial !» c'est un peu, tu te dis oui, mais en fait, est-ce que vous avez compris de quoi vous parlez ? Moi, je pense que la plupart des gens comprennent pas. Mais je pense que peut-être dans un an. Ouais, tu peut-être. reviens nous voir et peut-être qu'on te dit ouais, là, j'ai eu le temps de l'assimiler. Mais c'est vrai que cette idée aussi que Twitter, on va dire, a accéléré le temps d'appréciation des albums. C'est-à-dire quand t'as un album qui sort, le lendemain, Black Twitter dit c'est un classique. Ouais. Classique confirmed. Ou c'est de la merde. Parce qu'il y a des albums qui passent sous le radar parce que justement il y a un pseudo classique dont tout le monde parle et en fait 6 mois plus tard tu te rends compte que le vrai truc intéressant qui est sorti, il n'a pas forcément été validé par les tweets. C'est comme l'album de Beyoncé et de Jay-Z qui est sorti où tout le monde s'est enflammé et puis en fait un mois plus tard il n'y a pas beaucoup de morceaux qui restent. Et c'est même pas forcément inhérent à la qualité de l'album, c'est inhérent au temps des réseaux sociaux qui prennent un objet et qui s'en désintéressent tout aussi vite. Enfin, c'est mon humble avis. Mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment que les fans de Solange, c'est un peu comme ces gens qui vont au musée d'art contemporain, tu sais, et puis qui vont s'extasier devant un monochrome rouge, genre un grand carré rouge. Comme ça, qui vont dire ouais, alors quand je regarde ce monochrome, j'ai l'impression de voir la profondeur de l'être humain qui s'exprime à travers la rougeéité. Comme tu y vas, François. Parce qu'on a eu exactement le même cheminement de pensée, sauf que moi, je t'imaginais être le mec qui sort de l'exposition et qui dit n'y allez pas, c'est de la merde. Vous allez pas comprendre, vous faites semblant, vous comprenez pas là. Arrêtez. T'as le droit de kiffer l'album, tu vois, mais faut être honnête. Faut être honnête. Pour moi, les fans de Solange, ce sont des gens qui portent des fringues de créateurs, qui ne consomment que du bio et qui sont généralement beaucoup plus cool que vous et moi en fait. Ce que je veux dire par là, on sent l'amertume dans ta voix. C'est pas de l'amertume, au contraire, moi je suis très à l'aise avec cette idée en fait. Tu veux venir bruncher dimanche, François? Et il m'arrive de prendre des brunchs, j'habite dans le 10e, bordel de merde. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis premier à me plonger dans la black culture américaine et à m'identifier à cette blackness, mais je trouve que l'identification a ses limites. Solange est une femme noire, bien entendu, et elle parle de sa blackness et de ses racines dans cet album. Mais Solange n'est pas juste une femme noire. Solange est également une femme riche. Solange est également une femme américaine et surtout Solange est une femme plus cultivée que vous et moi. Solange est une élite en fait et je pense que cet album est beaucoup moins accessible, beaucoup plus élitiste que le précédent. C'est une élite qui touche le grand public. Je pense que la majorité du grand public ne comprend rien à ce qui se passe. Franchement, moi-même, sans prétention, je m'y connais pas mal en musique, notamment noire américaine, en tout cas en rap et notamment j'adore la scène de Houston. Tu vois, donc tous les noms que je t'ai cités avant, je les connaissais et d'autres bien d'autres, et je vais pas te dire ça y est, l'album de Solange, j'ai tout de suite compris de quoi ça parlait, c'est ultra référencé. Le clip, elle a fait une sorte de projet vidéo pour accompagner l'album, qui a été publié sur un site qui s'appelle Black Planet, qui est en fait le OG Facebook noir américain. C'est un réseau social qui était vraiment que pour les noirs américains au début des années 2000. Exactement. Et donc tout le rollout, toute la promo de l'album a été fait uniquement par des gens noirs et uniquement par des canaux noirs. Et donc ce qui est marrant, c'est que la démarche même de sortir de l'album, au-delà du contenu de l'album, la démarche même de sortir de l'album était déjà un geste artistique en soi. Et là, on se retrouve vraiment dans quelque chose de très 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 art contemporain. La démarche même de sortir l'album, c'est-à-dire la façon dont elle a promu l'album, et puis tous les gens qui sont crédités dans les livrets, etc., le moindre ingé son, la moindre mannequin qui a contribué au clip, etc., la moindre maquilleuse, tout le monde est noir. All black everything, tu vois. Et donc Black Planet, et ça te parle pas?
Ça me parle, si, je te dis, ça me parle. Mais je parle du contenu de l'album. Je parle du contenu de l'album, je parle des interludes, je parle de ces espèces de phases qui reviennent moitié chantées, moitié spoken word. Tout ça est très opaque et je trouve que en termes de contenu, c'est très exigeant. Ce que je dis, c'est que je suis content, évidemment, que Solange existe. Je pense qu'il faut qu'il y ait des artistes qui font rentrer la blackness au musée Guggenheim, puisqu'elle a fait des performances au musée Guggenheim, et qui inscrivent la blackness dans une culture d'élite. Pour moi, Solange, aujourd'hui, sa musique, en tout cas sur ce dernier album, ça ressemble plus à une performance artistique un peu, vous savez, un petit peu abstraite et pas toujours facile à comprendre. Ça se s'inscrit plus là-dedans que dans de la musique qui, on va dire, est prête à consommer. Et c'est bien. Mais, ce que je dis, c'est que, chers auditeurs du Chip, n'ayez pas peur de dire que vous êtes complètement largué sur ce dernier album et que, en toute honnêteté, il est chiant comme la pluie. Vous pouvez le dire qu'il est chiant comme la pluie et que vous n'allez pas forcément réécouter l'album, que vous n'allez pas nécessairement aller au concert parce que vous n'avez pas envie de payer 50 € pour voir des espèces de meufs faire des performances à la Arte à l'ancienne. Voilà, si vous préférez turn up sur du Shake West, I Got Hoes Calling, ou d'autres morceaux comme ça. Tout de suite l'extrême, quoi. Tout de suite l'extrême. Si vous n'avez pas peur de turn up là-dessus, vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. Alors moi, mon unpopular opinion, c'est que toutes les séries de Shonda Rhimes sont nulles. Alors je sais que là, pareil, comme toi France, il va falloir qu'on se... Witness Protection. Comme 6ix9ine. Ouais, c'est ça. Alors moi je trouve ça quand même très bien que cette productrice de séries américaine, donc Shonda Rhimes, existe. Je trouve ça super qu'une femme noire soit puissante dans le monde de la télévision américaine. Le jeudi soir c'est Shonda Time, puisqu'il y a un bloc entier de programmes télé sur la chaîne ABC, Made in Shonda complètement. C'est que des séries de Shonda Rhimes qui s'appellent Thank God It's Thursday. D'accord. TGIT. D'accord. Shonda Rhimes, c'est Grey's Anatomy, c'est ça ? Alors voilà, je vais y venir. Ouais. Donc voilà, avec cette opinion, je sais que potentiellement je vais me mettre à dos les fans de Grey's Anatomy, parce qu'on sait qu'ils sont nombreux, puisque la série en est quand même à sa 15e saison. Ouais. Ils ont fêté en grande pompe, si je me Exactement. trompe pas. La mort des personnages principaux, on s'en fout, la série continue. Après, il y a Scandale, qui a fait quand même les beaux jours de Twitter à l'époque de sa diffusion. C'était la série avec Kerry Washington dans le rôle d'une fixeuse à la Maison Blanche. Et donc on sait aussi que Scandale a été parodié par la série Dear White People, où les étudiants se réunissent pour regarder... Je sais plus, il y a un nom qui ressemble à Scandale. Outrage, comme ça. Un truc horrible. Et il y a aussi la série How to Get Away with Murder, qui orbite autour de Viola Davis dans le rôle principal de Annalise Keating. Tu vas aussi chier sur How to Get Away with Murder. Bah, je suis désolée, mais c'est pas très bien, quoi. Triggered, vas-y, on t'écoute. Alors, moi, personnellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, je donne une chance. À chaque fois qu'il y a une nouvelle série de Shonda Rhimes, je me dis, allez, on y va, Mélanie, et tout. Et je regarde quand même, on va dire, 5 à 8 épisodes, quoi, pour me mettre dedans. Mais à chaque fois, franchement, je suis déçue. Grey's Anatomy, franchement, c'est pas pour moi, mais en fait, le truc, c'est que je trouve qu'on retrouve systématiquement les mêmes problèmes dans les séries de Shonda Rhimes. À chaque fois, les personnages clichés. Je suis désolée, mais il y a la gentille fille débile et naïve, les méchants ricanants. Là, je pense au mec, le méchant de Scandale, quoi. Comment il s'appelle, Cyrus, le gars à la Maison Blanche. Enfin, c'est toujours très très gros. La psychologie, elle est quand même très grossière à chaque fois des personnages. On n'y croit pas vraiment. Les situations sont ridicules. Il y a toujours des histoires de chantage, de coucherie, d'enlèvement. Dans Game of Thrones aussi. Mais là, c'est amené de manière vraiment très très soap. J'allais dire, c'est très drama, très soap. Est-ce que si on demandait à Shonda Rhimes d'écrire une série pour HBO, tu crois pas qu'elle s'adapterait tout simplement au network et qu'elle ferait un truc très stylé à la peut-être, mais en fait, elle va pas vers Netflix d'ailleurs ? Oui, elle a signé un deal avec Netflix. Mais effectivement, je vais y venir. En fait, c'est pour moi, Shonda, elle fait ce qu'on lui demande. Effectivement, elle fait du soap. Mais moi, j'ai mis du temps à comprendre. Parce que quand on me disait, mais attends, c'est génial, faut que tu regardes Scandale. Attends, c'est génial, faut que tu regardes Get Away with Murder. Pour moi, on était toujours dans l'époque Peak TV, donc je m'attendais à un truc à la HBO. Et en fait, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est pas ça. C'est de la télé ardienne, quoi. Bah voilà. Et du coup, effectivement, pour continuer dans les défauts que je trouve qui sont récurrents dans ces séries, il y a le concept pointu qui tient la route une demi-saison. Genre, oh là là, mon mari, il y a le sexe de mon mari dans le téléphone d'une étudiante. Comment ça se fait ? Dick pic. Voilà. Ou alors, j'ai couché avec mon patron. Que vais-je faire ? Enfin, c'est vraiment, t'as le
le concept, tu sais très bien qu'au bout d'une saison, ça va complètement partir en morceaux, quoi. La réalisation est généralement pas ouf non plus en termes de comment c'est filmé. C'est très très procédurier. Enfin voilà. Et voilà aussi les thématiques rincées, quoi. Enfin les milieux surreprésentés, des médecins, des avocats, des professeurs. Enfin c'est les héros qu'on voit dans toutes les séries. Ça va être l'histoire d'un médecin, ça va être l'histoire d'une avocate. Sauf que là, il y en a quelques-uns qui sont noirs. Donc voilà. Alors certes, ce qui est bien, c'est effectivement cette diversité. Shondaland, il y a une diversité dans les acteurs, dans les writers' room, chez les producteurs des séries. Donc ça, ok, c'est cool. Shondaland donne au peuple ce qu'il veut, des soaps, donc avec des histoires d'amour et des trucs, voilà. Et Shondaland fait de la black money. Ça, c'est quand même intéressant aussi, que la place qu'elle occupe, effectivement, comme tu disais, le fait qu'elle ait signé avec Netflix un deal à plusieurs millions de dollars. Et ce qui est intéressant avec Shonda Rhimes, c'est qu'elle a créé sa place. Elle est arrivée, elle a fait son truc et personne ne lui a ouvert... Elle fait rentrer des gens en plus. Je pense pas. Et elle laisse passer les gens aussi derrière elle, donc ça, c'est cool. C'est bien connu que c'est plus facile pour les femmes noires. Je pense que c'est discrimination positive, c'est ça. Female black privilege. Je sais pas si vous avez vu, moi, il y a un épisode que j'ai regardé assez récemment, j'ai envie de dire l'année dernière, c'est le crossover entre Scandal et How to Get Away with Murder. J'ai juste vu la fameuse scène chez le coiffeur. Voilà. Justement, on va en parler. Wow. I think we soul sisters just because you rented out a hair salon for a few hours on the black side of town, please. I dealt with plenty of bougie-ass black women just like you. You spend most of your life in a boarding school, Ivy League universities with a horse between your legs and a silver spoon in your mouth. You're not the only one who knows how to Google. Il y a un Shondaverse. Shondaland, quoi. Voilà, alors Shondaland, c'est le nom de sa production, mais effectivement, il y a un Shondaverse, visiblement, Scandal et How to Get Away with Murder existent dans le même univers. Voilà. Donc, dans cet extrait, il y a Olivia qui aide à Annalise à présenter un cas devant la Cour suprême. Et donc là, elles ont un échange à balles réelles chez un coiffeur afro où Viola donne toute la mesure de son talent d'actrice. Enfin, c'est très très fort comme scène. Les get backs sont sauvages. C'était un château d'eau ou pas? Version CSP++++ alors. Mais voilà, donc je sais pas. Enfin, vous, c'est des séries que vous regardez? Grey's Anatomy, je l'ai regardé un petit peu il y a longtemps parce que imposé par ma sœur sur la télé du salon et je trouvais ça chiant comme la pluie. Mais je suis juste pas dans le public cible en fait de ce genre de série, je pense. Moi, j'ai regardé un peu Scandale, un peu plus. On va dire jusqu'au début de la 2e saison, je pense. J'ai pas détesté, mais il y a tellement de séries incroyables que j'ai pas le temps de voir, le temps de finir. C'est pas pour moi en fait. Je vais pas le peu de temps que j'ai à regarder, ce sera pas pour regarder Olivia Pope. 8 saisons, je sais pas. J'ai commencé Murder, enfin How to Get Away with Murder, et ça avait l'air quand même prometteur quoi. Enfin, elle a un tel magnétisme, Viola Davis. Ah bah Viola, voilà, mais si t'enlèves Viola, y a rien. Ouais, et puis j'ai l'impression que c'est une de ces séries à méga rallonge, tu sais, avec des retournements de situation pas toujours crédibles et donc qui doit s'essouffler sur la durée. Mais c'est vraiment un guess que je fais à partir de 2 ou 3 épisodes à peine, donc j'ai aucune prétention. Alors elle a d'autres séries qui sont en train d'être produites, plus celle qu'elle va faire pour Netflix, donc tout ça est en production. Et effectivement, peut-être que sur Netflix, ce sera l'occasion de la voir s'aventurer vers autre chose, mais peut-être aussi que Netflix la veut parce que ce qu'ils veulent, c'est du drama, des soaps comme ce qu'elle fait chez ABC. Et puis son audience. Et puis son audience. Enfin, faut rappeler que Scandal, c'était peut-être vraiment la première fanbase sur Twitter qui live tweetait la série au moment de la saison 1. Tu vois, c'était déjà il y a quelques années, c'était il y a 8 ans. Voilà, elle crée vraiment des phénomènes. Mais je suis désolée, mais moi, franchement, ces séries, je peux pas, quoi. Je respecte. Alors, ma recommandation pour cette quinzaine, c'est le dernier numéro de la revue trimestrielle America, numéro 8, qui s'intitule « De la race en Amérique ». Oh, tiens, un sujet dont on n'a jamais parlé dans le chip. America, ce sont toujours des articles, des essais, des reportages, des fictions courtes également, par des contributeurs assez prestigieux. Dans ce numéro, donc vous vous imaginez une grosse revue quand même. Voilà, 200 bonnes pages, de bons papiers de bonne qualité, avec des illustrations. Un peu cartonné. Voilà, c'est ça, avec des belles illustrations faites par combien, des... à peu près ? Ça doit être cher de magazine comme ça. Je sais plus, je l'ai acheté en achetant plein de trucs en même temps, du coup j'ai même pas regardé le prix, ça a coûté 10 euros. Je regarde pas les dépenses. Ah bah non, pas quand c'est pas quand c'est for the culture. Dans ce numéro, donc voilà, il pour les 400 ans
400 ans, 500 ans, Ouais, attendez. c'est 1619, 1619, 2019. Donc Ouais. 500 400. 400. Pff, voilà, les maths et moi. Voilà, pour les 500 ans de... T'as jamais entendu l'expression « Ça fait 400 ans que ça dure !» Oui, je Bon, sais, bah mais voilà. ouais. Anyway, voilà. Donc du coup, il parle de la race en Amérique et notamment de l'esclavage et choses comme ça. On a une interview de Chimamanda Ngozi Adichie. On a un texte inédit de James Baldwin. Il est en couverture en fait. Il est en couverture, tout à Ouais. fait. On a un texte également sur le système carcéral. On a un extrait de la grande traversée de Zora Neale Hurston, donc grande Harlem écrivaine Renaissance. de la Harlem Renaissance, et que je vous recommande chaudement parce que d'ailleurs je vous recommande d'acheter le bouquin même. Je sais pas, je crois qu'il est sorti. L'année dernière Et, ouais, Feu il a été non, ce que je veux dire c'est que oui, Zora Neale Hurston, le premier roman de Zora Neale Hurston vient d'être traduit en France, Ah, ok. mais je vous recommande en fait de lire la grande traversée en anglais s'il le faut, parce qu'en fait Zora Neale Hurston est allée recueillir le témoignage d'une des dernières personnes en vie à avoir connu la grande traversée de l'esclavage. Donc voilà, c'est un récit de première main de quelqu'un qui a connu les bateaux d'esclaves, et donc c'est assez édifiant. Je dis pas que je l'ai lu, je dis que j'ai lu l'extrait dans America et que j'irai acheter le bouquin aussi et que j'irai le lire. Donc voilà, je vous le conseille. Bref, donc il y a des témoignages d'écrivains américains d'origine amérindienne, pakistanaise, etc. Parce que on a tendance aussi souvent à parler de race aux États-Unis pour parler des blancs et des noirs, de la question noire, alors qu'en fait il y a également plein d'autres types d'immigration et d'immigrés et de communautés aux États-Unis qu'il faut pas oublier, qui sont également concernés par les questions de la race aux États-Unis. Donc il faut lire également ces quelques témoignages, c'est super intéressant. Bref, il y a également, ça j'ai beaucoup aimé, il y a des recommandations de films, il y a un starter pack de 10 films pour comprendre la race aux États-Unis, que vous pouvez évidemment... Avec Green Book, donc je crois qu'il y a Green Book dans Sérieux le tas. Il y a Devine qui vient dîner avec Ciné Poitiers. Donc voilà, bref, c'est vraiment une excellente porte d'entrée si vous voulez, si vous intéressez un peu à ces problématiques. C'est des gens qui parlent de la race aux États-Unis comme on le fait depuis très longtemps maintenant dans le chip, mais des gens un peu plus intelligents que nous. Donc c'est Avec des doctorats, tout ça. Voilà, avec des doctorats et des gens qui signent leur nom sur des bouquins, donc c'est assez cool. Allez-y. Alors moi, ma reco cette quinzaine, c'est Black Snake de Thomas Gijol. Non, je Ah putain, mon cœur a fait... horrible. On l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble. Ouais, on a souffert. Mon cœur a fait un bond. Ouais. Non. Ma reco, c'est Chief's Table, une émission sur Netflix qui retrace le parcours de grands chefs américains. Southern food is so charged, particularly when it comes to a black person cooking that food. Black cooking in the South means black-eyed peas, shrimp and grits, fried chicken. Mashama Bailey has shown Savannah that, yes, you can celebrate these traditional dishes, but we can push it too. Et plus particulièrement, le premier épisode de la 6e et nouvelle saison nous présente Mashama Bailey, qui est une chef du Grey. Alors son restaurant s'appelle The Grey. C'est à Savannah, en Géorgie, donc dans le sud des États-Unis. Et elle a ouvert ce resto en 2014 dans une ancienne gare de bus. Alors Mashama Bailey, c'est une femme noire avec une histoire passionnante. Elle raconte, en fait, le documentaire montre vraiment tout son parcours. Donc elle était travailleuse sociale à New York, elle aimait pas son job, elle s'est fait virer. Et elle a obtenu une bourse pour aller à l'école de cuisine, un petit peu au hasard comme ça. Et elle est tombée amoureuse de la cuisine. Et elle est venue se former en France. Et quand elle revient, elle devient cuisinière pour de riches familles blanches. Et du coup, c'est assez intéressant parce que dans l'épisode, on voit ses parents, ils témoignent et ils ont les larmes aux yeux quand ils disent, quand on l'a vu revenir après toutes ces études, tous ces efforts qu'elle a fait, et qu'on l'a vu devenir The Help, ça nous a vraiment fait du mal, quoi. Et on s'est dit, est-ce que c'est ça son avenir et tout. Mais du coup, après quelques années, elle va s'installer dans le sud des États-Unis et elle se met à faire de la cuisine sudiste. Donc il y a des ingrédients du sud, il y a aussi mélange de saveurs africaines avec les influences européennes. C'est de la soul food, quoi. Et du coup, moi, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment ce documentaire, ça m'a apporté un rôle modèle. Et puis pour une fois que ça parle pas, tu vois, de crimes, d'agressions sexuelle et tout, là ça m'a vraiment sorti et ça m'a vraiment donné un modèle à voir, une femme qui avait une vraie passion, qui a su la faire fructifier, elle est devenue respectée, elle a obtenu des prix. Tu vas te mettre à cuisiner maintenant ? Trop pas. Toujours pas. mais ouais, et du coup elle s'est battue pour arriver là où elle en est, et je trouve que c'est un super rôle modèle pour tout le monde. Oui. Non, Vini, je voulais juste ajouter un truc après toi. Vas-y. Un petit truc. Ça me fait penser, il y a quelques jours, ma moitié, ma chérie,
m'a forcé à regarder Ugly Delicious sur Netflix. Et c'est une série un peu documentaire présentée par un type qui s'appelle David Chang, qui a monté une chaîne de restaurants hyper alternative, hyper originale, qui s'appelle Momofuku. Et en fait, on le suit, il voyage à travers le monde. Et il y a plusieurs épisodes à la fin de la première saison qui parlent du racisme que subissent les minorités asiatiques et à cause des succès, justement, l'énorme succès de la cuisine chinoise aux États-Unis et les répercussions que ça a. Et je trouvais ça vachement bien parce que tout à l'heure, François, tu parlais des autres minorités qu'on n'entend pas toujours sur la question de la race. Ces questions-là, justement, elles ne sont pas toujours portées non plus aux États-Unis par les Asiatiques, où il y a souvent des tensions entre différentes communautés, le rôle qu'elles jouent vis-à-vis de la blancheur, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vachement bien, et le fait que tu parles de cuisine, ça m'y a fait penser. Puis c'est intéressant aussi parce que moi, comme à chaque fois, je renvoie à la France et je me dis, waouh, où sont là où les grandes femmes noires dans la cuisine française qui ont des restos. Il y a Babette de Rosière. C'est ce que j'allais dire, il y a Babette de Rosière. Hein. Ouais. Oui, la maïté antillaise. Oui. Respect Babette, hein, mais... Voilà, donc Chief's Table sur Netflix, très très bonne découverte. C'était le Chip, on revient dans 15 jours comme à chaque fois. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram. Twitter c'est @lechipodcast et sur Instagram c'est @lechipodcast. Tout à fait, il n'y a aucun piège. Laissez-nous une review sur Apple Podcasts. Laissez-nous 5 étoiles de préférence pour nous faire remonter dans le classement. On est bas là. Voilà, pour nous faire gagner en visibilité, en bonheur, en argent et tout ça. et en bien-être. Quand vous écouterez cet épisode, Mélanie et moi, on aura pris 1 an de plus. Donc en cadeau d'anniversaire, juste mettez-nous des étoiles et des gentils commentaires. C'est tout ce que tu veux. C'est tout ce que je veux pour mon anniversaire. Cette émission a été réalisée par Quentin Bresson. On lui fait des bisous sur ses lunettes. À dans 15 jours. À bientôt. Salut. À très vite. Bisous.